Abdoul Karim Bandé, le directeur général du cabinet Salomon Conseil, est notre invité du jour. Avec lui, nous parlons aujourd'hui de la préparation d'un fils biologique à l'héritage. Bonjour et heureux de vous retrouver. Bonjour, merci aussi à vous de me recevoir. Déjà pour commencer, c'est quoi un héritage? Ok. Alors, merci. Je rappelle que nous sommes dans la dernière partie de la série que nous avons entamée sur le développement des compétences des collaborateurs. Et donc, l'héritage, c'est ce qu'on va laisser à nos ayants droit, c'est ce qu'on va laisser aux autres. Lorsqu'un jour, on sera obligé soit d'arrêter de travailler ou de partir. Qu'on le veuille ou pas, il y aura un jour où on va arrêter de travailler, il y aura un jour où on sera obligé, en tout cas, d'aller voir ce qui se passe de l'autre côté de la vie. Et malheureusement, l'observation qu'on fait, c'est que dans beaucoup de cas, ce que j'entends souvent, c'est qu'il est compliqué, difficile de transmettre la succession de l'entreprise, souvent même aux collaborateurs, c'est très rare. Et lorsqu'on la transmet au fils biologique ou aux filles biologiques, par moment ça se passe pas bien. En tout cas dans le discours collectif, c'est que dès que le monsieur n'est plus là, l'entreprise tombe. Donc pourquoi les entreprises tombent? Alors c'est des questions que je me pose, j'ai pas la réponse, j'ai pas encore transmis d'entreprise à mes fils, mais je lance le débat ici et je donne mes hypothèses parce que c'est un sujet sur lequel je réfléchis et je crois que notre problème c'est toujours très souvent parce qu'on se pose pas les bonnes questions, on va pas à la recherche de l'information. S'il y a des personnes qui ont réussi à transmettre des entreprises, à transmettre de manière générationnelle des entreprises, c'est qu'on le peut aussi. Allons trouver la formule, étudions leur approche et puis on verra que peut-être qu'on y arrivera également. Dans le cadre d'un legs à son fils biologique, est-ce que l'héritage est uniquement matériel? Ici, vraiment, je me focalise sur l'entreprise. Maintenant, on va voir, pour transmettre une entreprise, l'entreprise n'est même pas matérielle avant tout. L'entreprise naît dans l'idée, dans la pensée. Elle est d'abord une vision, elle est des valeurs. C'est là que ça commence. Et c'est ça qu'il faut transmettre. Pour moi, même le chaînon manquant dans le processus de transmission, ça reste celui-là. Quelles sont justement à ce moment les valeurs qu'un père devrait transmettre à son fils en vue de l'héritage? Alors, le principe de base et ce qui manque chez la plupart des individus, c'est de définir même d'abord sa vision. Qui suis-je? À quoi je réponds? Pourquoi je crée une entreprise? Je vous dis, dans la plupart des entreprises, il n'y a pas de vision formalisée. Et la vision, c'est deux choses. C'est la finalité, ce pourquoi on existe, et c'est les valeurs. Et les valeurs, on ne les invente pas. Ce n'est pas un consultant qui doit venir faire un exercice, je ne sais pas comment le qualifier, mais et puis vous sortir comme d'un chapeau vos valeurs. Non, les valeurs se découvrent, vous les avez déjà. Il faut les formaliser. Je l'ai répété ici plusieurs fois. Un célèbre auteur qui a fait une étude aux États-Unis, de Harvard, sur les entreprises qui étaient centenaires. Donc qui avaient été héritées, et souvent par 2-3 générations. Et il a étudié dans le monde entier. Et il s'est rendu compte que toutes ces entreprises avaient ce qu'ils appelaient des valeurs fondamentales. Il y en avait au moins 3. Et ces valeurs ne changeaient pas, quelle que soit la personne qui héritait de l'entreprise. Que ce soit un fils biologique ou que ce soit une personnalité qu'on avait recrutée pour piloter l'entreprise, les valeurs ne changeaient jamais. Ces 3 valeurs ne changeaient jamais. Et du coup, pour moi aujourd'hui, l'exercice que chacun devrait faire, c'est comment identifier ces 3 valeurs fondamentales. Au moins 3. Il y a maximum 5. On ne peut pas avoir toutes les valeurs on peut avoir beaucoup de valeurs, mais les avoir de manière fondamentale. Fondamentale veut dire, ce sont des valeurs que vous ne devez jamais remettre en cause. Ce sont des valeurs que vous devez travailler à transmettre à vos ayants droit, non seulement à vos collaborateurs en entreprise, mais à vos propres enfants. Il faut des exercices pour ça. Des exercices, mais d'autres poseront la question, à partir de quel âge est-ce qu'on peut commencer à préparer son fils biologique à cela? Moi, je pense qu'il faut commencer même avant sa naissance. Absolument, puisque vous savez que vous devrez avoir un enfant. Vous devez lui donner une destinée avant sa naissance. Ça commence dans son nom. Quel nom vous lui donnez? Parce que le nom traduit. Dans l'histoire de l'humanité, on voit des gens qui ont porté des noms et ces noms ont traduit qui ils étaient. Donc, dans le nom que vous leur donnez, dès les premiers jours, depuis qu'il est dans sa mère, il faut le préparer. Et après, au fur et à mesure qu'il prend conscience, l'exercice doit se complexifier. Donc pour moi, non, il n'y a pas un moment. Ça doit être vraiment inscrit dans la durée. Un roi,
il sait que son fils doit être prince. C'est pas une question qui se pose. Ouais. Il naît prince pour destinée de devenir roi. Donc, il est préparé même avant qu'il naisse. On a déjà un plan, on sait ce qu'il doit faire, on a un parcours pour son éducation. C'est la même chose. Si vous avez quelque chose à transmettre, vous devez concevoir cette transmission à l'avance. Là, on parle d'un aspect où l'éducation financière et entrepreneuriale va s'installer à un certain moment. Quel est l'âge pour pouvoir parler d'éducation financière avec un enfant et le préparer aussi? Je donne un exercice, une observation que je fais. Notre système est tel qu'on dit à l'enfant va à l'école et on le coupe totalement du monde économique, du monde de l'entreprise. Il fait le primaire, il fait le collège, il fait le lycée, il fait l'université. Et un jour on lui dit va travailler. Il ne sait même pas ce que c'est. Parce qu'il y a une rupture entre son éducation et le monde du travail. Il y aurait des stages peut-être? Absolument. Il faut lui permettre de vivre l'entreprise très tôt. Et c'est là où je salue encore les commerçants. L'enfant va à l'école le matin, le soir il fait au moins 1 heure de stage en boutique. Et je l'ai vu en Chine. Tous les commerçants ont le même mode opératoire. Oui, il faut aller à l'école, mais il faut toujours venir pour que l'enfant switch entre les deux univers. Mais l'enfant qui a eu exclusivement à l'école, et puis après on lui dit va pratiquer, il ne sait pas dans quoi il rentre. Pour beaucoup c'est de la désillusion. Parce que la famille est très protectrice. À l'école, on se préoccupe de lui mettre du savoir. Mais le savoir-être, le savoir-faire, ça manque. C'est en entreprise que tu découvres ça. Et pour beaucoup, c'est une rupture. Mais celui qui a eu l'occasion de faire les deux durant tout son parcours se prépare. Et faire les deux, ce n'est pas forcément une entreprise formelle. Hein. Pendant les vacances, on est bientôt en vacances là, permettez à vos enfants d'aller assister peut-être le garagiste du quartier. Il va apprendre quelque chose. Permettez à votre enfant d'aller chez le menuisier, d'être serveur dans un restaurant. Et ça se fait en Europe. Il n'y a pas idée pour un jeune homme de ne pas faire quelque chose pour découvrir l'univers du travail. L'essentiel est de découvrir l'univers du travail, qu'il n'y ait pas de rupture entre son système d'apprentissage scolaire et ce qu'il va faire de ce qu'il apprend plus tard. Parce que s'il n'arrive pas à faire la jonction entre les deux, dans mon livre j'en parle, la connaissance, la sagesse et l'intelligence. Si vous ne pratiquez pas ce que vous apprenez, en fait, vous ne comprenez pas ce que vous faites. Et c'est le problème de notre système éducatif. Est-ce qu'il n'y a pas aussi un risque? Vous avez pris l'exemple d'un commerçant qui, après l'école, en cours de journée, prend son enfant pour 1 heure ou un certain temps en boutique. Est-ce qu'il n'y a pas ce risque que l'enfant, en apprenant que pour 2 heures de concentration dans une boutique, je peux avoir ça économiquement, alors que je passe 48 heures ou 1 semaine à l'école, je n'aurai pas ça. Pour moi, il ne faut pas permettre à un enfant d'avoir l'accès à l'argent. Parce que effectivement, ça peut le... Ça se voit dans l'exemple des boutiques où il apprend à compter et tout, il arrive à remettre la monnaie et tout. Oui, ça, et en fin de journée, on lui donne quelque chose. Est-ce que non, là, il ne faut pas lui donner de l'argent. Justement. Parce qu'à mon avis, on ne doit pas travailler pour avoir de l'argent. Il faut faire en sorte dans cet âge-là que le travail soit une valeur, que ce soit un style de vie. Oui, pour que travailler... Vous voyez, quand quelqu'un travaille pour de l'argent, il ne peut pas être motivé. Ça ne va pas loin. Mais il y a des personnes pour qui travailler, c'est d'abord un plaisir. Ça donne du sens à leur vie. Il faut faire du travail une valeur. Et ça, non seulement il y a des exercices domestiques à faire à la maison, hein, que l'enfant nettoie sa chambre, la servante est là, mais il lave les assiettes, il lave ses habits, pour ne pas qu'il perçoive certains travaux comme étant vils. Parce que c'est comme ça que nous on a été éduqués. On pensait qu'on n'avait pas le droit de laver des assiettes, de nettoyer la maison. Moi, j'en parle dans mon livre. Mais c'est une aberration. Il ne faut pas que le travail, tout travail, un travail c'est quoi? C'est une réponse à une problématique. Il y a un problème, il faut nettoyer la rue, c'est un problème. Il faut le faire. Il ne faut pas attendre que non, moi je suis trop important pour le faire. Non, c'est dit qu'on n'a pas le travail comme valeur. Lorsqu'on a le travail comme valeur, tout problème qu'on voit, on est porté à aller le résoudre. Quand on décide de préparer son fils ou sa fille à l'héritage générationnel, comment opérer son choix quand on en a plusieurs? Alors, il ne faut surtout pas opérer le choix entre les enfants. Puisque vous ne savez pas, vous n'avez aucun contrôle sur le résultat, de mon point de vue. Hein. Mais comment on fait? Il faut tous les préparer. Il faut tous les préparer. Maintenant, selon notre système de croyance, l'aîné a un privilège. L'aîné est censé être celui qui doit conduire les autres. Donc du coup, pour moi, il faut mettre un accent particulier sur l'aîné, mais tout en accompagnant aussi les autres, parce que seul, il ne va pas tout faire. Et au cas où vous n'avez aucun contrôle, c'est de l'incertitude. C'est comme l'entrepreneuriat, c'est de l'incertitude. Mais on ne peut pas ne rien faire. Pour moi, il faut préparer tout le monde. Ni de dire non, c'est une femme, donc il ne faut pas l'associer. Non, il faut préparer tout le monde. Tout le monde. Exactement. Quelle est la première étape du processus? On l'a dit tantôt, c'est vraiment de modéliser ses valeurs. Il faut que nous sachions quelles sont nos valeurs. Il faut que nous sachions quelle est notre finalité. Et il faut l'enseigner. Vous savez, c'est pas nouveau. Hein. Le problème, c'est que on a délaissé nos traditions.
Dans nos traditions, ton nom traduisait un certain nombre de valeurs. Lorsqu'on donnait le nom de quelqu'un, il est censé incarner un certain nombre de valeurs. Mais est-ce que ça existe encore aujourd'hui? Si on te voit, toi, on doit pouvoir savoir, ah, lui, il est caractérisé par ses valeurs. Et ses enfants, quand on les voit, on dit, attends, tu es le fils d'un tel. Mais ça, il faut pouvoir le définir et mettre un plan d'éducation pour le transmettre aux enfants. Ça ne va pas être automatique, ça ne va pas être juste parce que vous le dites. C'est parce que vous-même, vous allez l'incarner, vous allez le pratiquer, et puis vous allez trouver des exercices pour les enfermer, pour enraciner ces valeurs en eux. Quelle est la compétence qu'il faut le plus développer chez l'enfant? Alors, on veut en faire des entrepreneurs. Par exemple, il faut qu'ils soient capables de gérer de l'argent. C'est-à-dire, ils apprennent la gestion de l'argent. On va donc leur enseigner des valeurs émotionnelles, on est sur les valeurs. On va leur enseigner le relationnel, comment créer du lien. Moi, je m'amuse avec mes enfants quand on est quelque part. Je dis, mais va dire à la dame là qu'elle est jolie. Il dit qu'il a honte. Je dis, mais si tu as honte, petit, tu seras pauvre. La honte, ça rend pauvre. Un vendeur ne peut pas se permettre d'avoir honte. Va lui dire qu'elle est belle. Quand on va dire une kermesse à l'école, je vais leur trouver des choses à aller vendre. Parce qu'il faut qu'ils apprennent à vendre, il faut qu'ils apprennent à gérer le rejet. Parce que quand tu es vendeur, tu encaisses énormément de rejet. Mais si tu ne sais pas gérer le rejet, comment tu fais? L'injustice. Ça m'amuse souvent. Ils viennent se plaindre. Ah, la servante m'a fait ci, elle m'a fait ça. Je dis, tu sais, c'est normal. Quand tu vas aller en entreprise, on va te faire pire que ça. Apprends à encaisser ça maintenant. Et quand tu seras grand, tu seras capable. Tout ça, c'est pour toi. C'est toi le chef de famille. Pour l'heure, tu es un enfant. Et tu ne peux pas hériter. Parce que tu es un enfant, il faut que tu grandisses. Ça fait partie de ta formation. Si je te mets à l'abri de la frustration, si je te mets, je lui explique, il comprend. Hein? Si je te mets à l'abri de la frustration, à l'abri du rejet, mais tu ne grandiras pas. Apprends à gérer ça tout seul. Encaisse. Et puis une fois, on a des réunions souvent avec tout le monde à la maison. Et puis la servante nous dit, bon, elle reconnaît que souvent elle frappe les enfants de manière injuste. Je dis, très bien, tu es pardonné. Et puis on continue. Il faut qu'ils apprennent à encaisser de l'injustice. Un enfant qu'on se protège, on n'est pas en train de lui communiquer des valeurs. Le monde du travail est totalement injuste. C'est un monde, c'est là où nous tous on découvre l'injustice pour la première fois, c'est en entreprise. Tu n'as rien fait, on t'accuse. Mais un enfant qui ne sait pas ce que c'est, il arrive, il est perturbé. Non, l'injustice fait partie de la vie, il faut apprendre à le gérer. La gestion émotionnelle est liée à chaque individu. Est-ce qu'elle peut se travailler avec l'enfant? Absolument, ils ne sont pas les mêmes, ils ne vont pas réagir de la même manière. C'est là où on a parlé des tempéraments ici. Mon premier fils, je ne dis pas que j'ai la solution parfaite, hein. Je dis que moi-même je suis en test. C'est une problématique sur laquelle je travaille. Malheureusement, on n'a pas une école de parents. Et il faut apprendre à devenir parent. Et c'est pourquoi moi je compte écrire un livre sur ce sujet, hein, parce que j'observe, je pose des questions, je lis, je recherche. Mais je suis en train de dire que mon premier fils est sanguin, mon deuxième est colérique, ma troisième doit être colérique aussi. D'accord? Ils ne réagissent pas pareil. Le colérique il est totalement autonome dans ses choix. Je ne vais pas l'obliger à faire une chose qu'il ne veut pas faire. Parce qu'il est autonome, il a besoin de cette liberté. Vous lui mettez, regardez une fois je lui dis, tu veux du yaourt? Moi je veux que tu ailles dormir. Soit tu regardes la télé, tu n'as pas le yaourt, d'accord? Soit tu as le yaourt, tu vas dormir. Il dit non, lui il préfère laisser le yaourt, il regarde sa télé. Il fait son choix, il assume. Il me dit, il y a une activité à l'école et lui, ils doivent contribuer de l'argent. Donc lui, il demande, parce qu'ils ont un budget. Pour apprendre à gérer l'argent, par exemple, ils ont un budget. Le budget, c'est le budget de leur... Ils ne touchent pas à l'argent, hein, c'est le budget de leur plaisir. Si tu le dépenses, tu attends le mois prochain. Si je veux t'offrir, je t'offre. Ça, c'est moi qui décide. Mais les exigences, c'est dans ton budget. Pour apprendre la discipline. Le gars, il vient me dire, il veut utiliser son budget pour aller faire le malin à l'école. Parce qu'il veut faire un cadeau à la classe parce qu'ils ont atteint un objectif. Il dit, mais tout ce talent, il dit, oui, que c'est son argent, non? Lui, il est libre de prendre de faire ce qu'il veut. J'ai dit, mais quand tu vas le faire, est-ce que ça va t'apporter? C'est le malin que tu veux faire. Va essayer. Il a pris son argent, il allait donner, et puis il a assumé tout le mois sans plaisir. C'est un choix. Il sait que dans la vie, il devra faire des choix. Et quand tu feras un choix, il y aura toujours une conséquence. Si tu n'es pas capable d'assumer les choix que tu fais, tu ne seras pas adulte. Donc, pour moi, voici quelques exercices, et on peut en concevoir autant en fonction de l'individu. Mais il faut prendre un temps pour dire, ok, voici mes valeurs, voici les valeurs que je veux que les enfants incarnent, voici les plans d'action que je mets en place pour qu'ils incarnent. Est-ce qu'il y a des risques liés à une mauvaise préparation de l'enfant à l'héritage? Absolument. Déjà, même quand tu ne le peux pas, il y a un risque. C'est de l'incertitude, c'est un individu, c'est un être, c'est du mou flou. On est dans du social, on n'est pas dans du rigide, c'est pas les maths. Donc il y a de l'incertitude. Mais alors prenons un gars qui n'a pas du tout été préparé. C'est la cata, à mon avis. Donc préparer ne garantit rien, sans compter qu'il y a l'influence extérieure et tout. Mais vaut mieux, en tout cas, réduire l'incertitude en les préparant au mieux que de rien faire du tout.
Abdul Karim Bandé, quel serait le dernier mot pour nos téléspectateurs et nos auditeurs? Alors, je pense que nous avons, notre série s'achève sur le développement des compétences des collaborateurs. Et pour moi, j'ai eu du plaisir. Ça m'a permis d'interagir avec pas mal de personnes. Mais il faut passer à l'action. Je vous promets, essayez. Si vous continuez à faire ce que vous faites, vous aurez les résultats que vous avez toujours eu. Quand on vous envoie un nouveau paradigme comme celui-là, prenez la peine d'essayer. Approchez-nous, nous sommes disponibles et que je vous souhaite d'être heureux. Merci à vous, Abdul Karim Bandé. Je rappelle que vous êtes le directeur général du cabinet Salomon Conseil. Merci pour le plaisir et l'amitié que vous faites d'être avec nous. Merci. Merci également à vous, auditeurs et téléspectateurs. Ainsi se referme donc à ce numéro du DEJ Matinal Info. En attendant de vous retrouver, Dieu voulant, pour un autre numéro, non seulement portez-vous bien, mais aussi et surtout que Dieu bénisse à le Burkina Faso. Au revoir.